S'habiller ou ne pas s'habiller, ça dit quelque chose de chaque personne. Déshabillez-vous. H-V. Déshabillez-vous. Quand t'es bien habillé, que tu te trouves frais ou fraîche quand tu te regardes, eh ben en fait, ça te permet de sécréter des endorphines. Déshabillez-vous. Salut, moi, c'est Samia Boujard et tu t'apprêtes à écouter Déshabillez-vous avec Didier Vervaeren. Bonjour Didier Vervaeren. Bonjour Samia. Bienvenue dans mon vestiaire de la RTBF. Et très confortable avec une très belle petite moquette beige d'ailleurs. Tu as sorti. Un peu ton sur ton. Ouais, tu as sorti à la moquette et au petit fauteuil sur lequel tu es assis. Merci d'avoir accepté l'invitation de te déshabiller dans nos oreilles, dans leurs oreilles. Je vais lister les choses que j'ai trouvées à ton sujet et que n'importe qui d'autre peut trouver sur Google. Et puis ensuite, on va venir rajouter des choses intéressantes par-ci, par-là. Démentir parfois Google. Oui. Déjà, on va démentir la première chose. C'est que Didier Vervaeren n'est pas toujours habillé en noir. Non, n'est plus en tout cas. Je l'ai peut-être été beaucoup. Depuis plusieurs années, je me suis laissé à un peu de fantaisie. Donc, j'ai apprivoisé la couleur, ou en tout cas les que j'aime, parce que je ne les aime pas toutes non plus. Enfin, si, je les aime, les couleurs. Mais la couleur, c'est quelque chose avec lequel on doit être en phase, en harmonie. Donc, il y a des choses qui, sur moi, ne me plaisent pas, alors que les autres peuvent trouver ça magnifique. Et donc voilà, le beige, le rose, c'est des couleurs que j'aime. Et de temps en temps, je me permets une petite touche, ou alors peut-être parfois même un total look. J'ai vu aussi du fluo vert. Du fluo vert aussi, oui. J'aime les couleurs qui racontent quelque chose. Le bleu marine, parfois avec le noir, ça raconte un petit truc. Mais il y a des couleurs comme ça, il y a des couleurs qui racontent pas grand-chose. Et puis je crois qu'une couleur, ça raconte un truc. Quand tu l'as instinctivement, tu lui donnes une petite définition. Donc, si je mets une couleur, par exemple, je sais que graphiquement, ça va créer un truc. Je vais arriver comme une image, comme un truc, tu vois. Et je sais que, voilà, ou alors ça va illuminer ton teint, ou ça va être un peu comme la reine d'Angleterre, on va te voir, en fait. Donc, c'est calculé quand même. Toujours. Toujours calculé. Se lever le matin et enfiler n'importe quoi pour faire n'importe quoi peut-être, mais j'ai trop de respect pour ma garde-robe et pour les choses que je porte que pour me dire non, je me pose cette question. Alors des fois on se la pose pendant 10 minutes, parfois on se la pose pendant toute une après-midi, parfois on se la pose pas, mais oui, je crois qu'il y a toujours une attention. Enfin moi quand je m'habille, il y a une attention. Je m'habille pas sans m'être regardé. Enfin, je comprends pas les gens qui n'ont pas de miroir par exemple. Si t'as pas de miroir dans ton couloir, mais comment tu fais ? Comment tu peux sortir de chez toi sans avoir fait juste un check ? Juste se dire, ok, bon, c'est pas mal en fait, tu vois ? Ouais. Moi, je fais ça. Donc, pas de lunettes noires non plus ? Pas toujours ? Pas toujours, mais très souvent. Et les lunettes noires, est-ce que c'est lié au fait que tu n'aimes pas trop le soleil ? Parce que... Non, je n'aime pas du tout le soleil. J'aime beaucoup le voir dans le ciel. J'aime beaucoup qu'il nous donne des journées pleines de lumière, etc. Parce que c'est quand même... ça change quand même la vie, la lumière, dans tout. Mais je n'aime pas le soleil pour son côté brûlant et son côté un peu toxique. Alors le soleil aujourd'hui, il est encore plus toxique. Et donc en fait, j'ai décidé il y a très très longtemps de protéger ma peau, qui est mon seul capital, et d'essayer de la préserver au maximum. Donc voilà, j'essaye de rester à l'ombre, j'essaye de mettre des crèmes 50 SFP, enfin tout ce que tu peux imaginer, vivement les 150, les 250. Et surtout, ne jamais faire la crêpe, ne jamais mettre une huile sur la peau, ne pas se laisser aller à être bouffé par le soleil. Enfin bon, c'est jamais très beau non plus quand on a passé une après-midi en terrasse et puis qu'on rentre et qu'on est rouge pivoine. Non, c'est pas moi ça. Donc, sur ton parcours, t'es passé par Liège, Bruxelles, Paris et Tokyo. Et Tokyo, en effet. Si je qualifie ton look de minimaliste, est-ce que ça te va ? Est-ce que ça te semble correct ? Alors, j'aime bien le mot minimaliste parce que je me sens quand même assez minimaliste. Pourtant, les gens m'ont toujours vu comme quelqu'un d'excentrique ou peut-être même farfelu à une certaine époque. Moi, j'ai toujours trouvé que j'étais plutôt sobre et minimaliste. Donc, j'aime bien ce mot. Maintenant, c'est un minimalisme un peu recomposé parce que minimaliste, c'est rien en général. Enfin, c'est le minimum. C'est rien, quoi, oui. J'aime casser ce minimalisme par des vêtements bien coupés, parfois par une couleur ou par des couleurs ou un total look couleur, mais aussi par une combinaison de vêtements. Voilà. Parce que minimaliste, ça voudrait dire que je porte très peu de vêtements. En général, je suis comme un oignon. Donc, il y a plein de couches. Il y a plein de couches. Il y a ce que j'ai en dessous qui va se dépasser un peu du col. Ouais. Il y a ça. Voilà. Donc, j'aime je suis
passionné des collections hiver, je suis un passionné de l'hiver et de l'automne, parce que là, on peut vraiment se lâcher. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, en été, compliqué. c'est un peu compliqué, mais malgré tout, l'été, je reste couvert. Mais voilà, donc je serais minimaliste, en effet, peut-être dans l'esprit, pas en quantité de vêtements. Et est-ce que c'est lié au fait que, mon idée est un petit peu, peut-être un peu cliché, mais c'est l'idée que je me fais de la mode asiatique, tu vois, où il y a quelque chose de très dans la ligne, dans l'architecture et une sobriété au niveau des couleurs. Et on peut le voir dans les designers, les grands designers connus, les couleurs sont presque inexistantes dans leur collection. Est-ce que c'est de là que ça te vient, le noir? Parce qu'on a dû te poser la question 10 milliards de fois. Mais j'ai jamais entendu la réponse. Le noir, ça me vient d'il y a très longtemps, mais j'y reviendrai après. Pour répondre à ta question sur la sobriété ou le minimalisme à la japonaise, alors c'est vrai que j'étais à Tokyo, j'ai travaillé pour le groupe de Yohji Yamamoto, donc j'étais baigné à un moment donné, en effet, dans cette espèce d'idée du minimalisme japonais. S'il y en a bien un, Yohji Yamamoto, peut-être plus que les autres pour être l'ambassadeur de ce minimalisme, c'est lui. Par contre, je dirais que moi, c'est plutôt une passion depuis toujours pour l'uniforme. Et c'est là où je me retrouve avec les Japonais, c'est que cet amour du vêtement de travail, je l'ai depuis vraiment que je suis adolescent. Donc pourquoi, je ne sais pas. Je ne suis pas né dans une fabrique où je n'ai pas eu de parents qui avaient des métiers, où on portait des uniformes, etc. Mais j'ai toujours adoré le tablier, la salopette, le truc entre la fonction et une espèce de normalité de vêtements. Et je crois que ça, c'est assez proche du style des Japonais. Il y a quelque chose dans leur manière de voir la mode aussi qui est très calqué souvent sur l'uniforme. C'est pas hasard parce que là-bas, les étudiantes, les collégiens, les collégiennes sont en uniforme et la société est beaucoup plus structurée par des codes vestimentaires. Ça, j'aime beaucoup. Donc, je dirais que mon minimalisme et mon côté peut-être japonais, en tout cas l'uniforme, ça nous rapproche. Et alors le noir, la Et le couleur? noir, bah écoute, moi je suis quand même grandi dans une époque où on s'habillait beaucoup en noir, on écoutait Dépêche Mode, Cure, enfin voilà, les années 80, des années, ouais, dark, mais dark dans le sens où c'était aussi une attitude, c'était aussi une envie, voilà, de se démarquer en fait. Parce que le noir, c'est quelque chose quand même qui a toujours dérangé, qui dérange toujours beaucoup aujourd'hui. Souvent, les gens ne comprennent pas pourquoi on s'habille tout en noir, pourquoi c'est triste, ça fait croque-mort, ça fait cercueil. Enfin, tout ce que j'en ai entendu sur le noir, je me suis dit, bon, ok, oui, peut-être. Oui, peut-être. Si on voit la vie comme ça par le trou de la serrure, oui, ok. Mais le noir, c'est quelque chose aussi apaisant, c'est quelque chose qui met en valeur ton corps, que tu aies des formes ou pas d'ailleurs. C'est quelque chose qui garde une certaine neutralité et qui te permet, en fait, je crois presque d'être élégant à n'importe quel moment, mais aussi qui te permet, en fait, de, dans ton noir, développer ton propre style ou ta propre, je sais pas, tes propres codes, tes propres petits gimmicks qui après deviennent les tiens. Parce que le noir, c'est juste une couleur, mais il est grand, il est vaste, le noir. Enfin, il y a 1000 manières de s'habiller en noir. Oui, et toi, en La l'occurrence, première, en effet, elle est plutôt associée au gothique, à ce côté un peu premier degré, parce que les gens voient souvent les choses au premier degré. Il faut avoir un peu de recul pour voir du 2, et alors pour voir le 3, le 4, il en faut plus. Et c'est une designer que tu aimes aussi, une créatrice de mode, et pas que. C'est Vivienne Westwood que tu aimes beaucoup. J'aime beaucoup Vivienne Westwood. D'ailleurs, j'étais très triste quand elle nous a quittés. C'était un petit passement au cœur que j'aime beaucoup. Étrangement, des collections que j'ai pas portées personnellement. J'ai eu l'occasion de voir quelques shows à Paris à la grande époque avec tous ces top modèles, etc. J'ai beaucoup aimé et j'aime son travail et je trouve que la manière dont ils vont faire perdurer son travail aujourd'hui, c'est super bien, c'est très bien fait parce qu'il y a toujours eu un parti pris de style hyper radical et que depuis toujours, c'est une personne qui est engagée, qui a des valeurs, qui s'est jamais tue et qui a gardé, enfin, je veux dire, on va dire, faire des choses avec un petit clin d'œil au XVIIe siècle, à l'histoire du costume, mais dans sa version grande cour royale d'Europe. C'est pas facile. Elle l'a fait avec brio et elle a inventé une signature. Absolument. Elle a développé vraiment un truc tellement reconnaissable. Pour moi, un créateur qui a réussi à faire ça, il rentre au panthéon des gens de la mode parce que pendant encore très longtemps, on va reconnaître ce style. Ouais. Et voilà, je trouve ça passionnant. Et puis, une femme qui a eu une vie quand même
incroyable. Et puis Malcolm McLaren, et puis le punk, et puis Londres. Bon, quand on aime la mode et qu'on connaît l'histoire de la mode et qu'on regarde tout ça de loin, on se dit, waouh, mais avoir vécu tout ça, mais c'est unique, quoi, c'est dingue. Et elle a gardé une espèce d'humilité aussi, puis elle a reversé de l'argent, elle a fait des... Vraiment, c'est quelqu'un, honnêtement, qui deviendra un cas d'école, un modèle économique aussi sûrement, parce que malgré tout, sans concession, elle a réussi quand même à joindre en fait ses idéaux, ses combats et faire du business, parce qu'on a beau avoir plein d'idéaux, la mode, c'est du commerce, et il faut vendre, et pas un peu, sinon on fait de l'artisanat dans son coin, et voilà, donc c'est une personnalité importante. Quand on sait comment est-ce que quand Vivienne, en tant que personne, et puis ensuite en tant que maison de mode, a été créée, puis a grandi et perdure encore aujourd'hui, pour toi aujourd'hui, comment est-ce qu'un créateur, une marque de mode peut exister et perdurer? Est-ce que c'est encore possible, ce modèle-là? Parce que elle a lancé quand même, c'était les années 80, tu vois, où là, c'était j'ai l'impression que c'était la période ultime pour la création. Tous les plus grands, c'est à cette époque-là qu'en fait, qu'ils se sont créés. Oui, c'est sûr. Après, c'est toujours très compliqué de parler de la mode et de tirer des conclusions. Ce qu'on peut savoir avec elle, c'est qu'en fait, elle a traversé des décennies, je ne sais pas si c'est 40 ou 50 ans, ou peut-être plus que 50 ans de mode, dans une période politique, contextuelle très définie. Quand on regarde ça avec le recul, en fait, elle a vécu à fond dans son époque. Elle était complètement à l'avance, mais aussi dans l'air du temps de ce qui se passait. Donc, pour revenir à la question qui serait des gens aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait encore développer quelque chose comme ça? Je crois qu'on est trop le nez dessus pour pouvoir le dire, mais on peut se dire, si on regarde un peu de loin, Vivienne Westwood, c'est la fin des années 70. Les Belges, Martin Margiela, c'est la fin des années 80. Il y a eu aussi, avant Vivienne Westwood, des créateurs qui ont aussi révolutionné la mode, certains dont on ne parle plus aujourd'hui. Je crois que c'est un truc qui est cyclique et qui, en effet, dans une époque comme dans laquelle on vit, qui est une époque beaucoup plus trouble, mais aussi beaucoup plus peut-être complexe à comprendre ou complexe à analyser, parce qu'en fait, on sait un peu tout de tout. On sait ce qui se passe dans un petit quartier là, on sait... oui, donc c'est difficile de se concentrer sur ce qui se passe chez soi. Voilà, et donc je pense qu'en effet, si on refait cette interview dans 25 ans, je pense qu'on aura d'autres exemples. Donc c'est un modèle à réinventer en fait à chaque fois en fonction de je crois que c'est un modèle qui se réinvente tout seul à partir du moment où, je pense par exemple à une créatrice que je connais un peu et que tu connais aussi, qui s'appelle Marine Serre, qui est quand même un modèle assez unique aussi sur la scène, on va dire, de l'avant-garde des créateurs de mode aujourd'hui, qui font un peu la pluie et le beau temps en termes de référence. C'est quand même un exemple aussi. Bon, elle a certainement bien compris des choses. Elle a été, à mon avis, et je pense, très influencée par le profil de Martin Margiela, parce que son histoire de recyclage, de réuser, etc., c'est un principe que dans d'autres contextes a fait Martin Margiela par le passé. Mais ce qu'elle a amené, je crois que ça tient la route. Ça fait maintenant quand même pas mal d'années qu'elle est là. Elle est connue pour ça. Elle est reconnue, identifiable par ça. Et je pense que si elle arrive à traverser les époques, si elle garde la niaque, si elle garde la foi en ça et qu'elle continue, elle va avoir le même parcours que Vivienne dont on vient de parler. Quand tu me dis ça, je vois des similitudes par rapport à son engagement, par rapport au changement climatique, par rapport aussi à la position des femmes. Je crois que, exactement, je crois que quand on a un projet qui est hautement nourri de vision précise, radicale. Et de conviction. De conviction, absolument. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire de la mode sans conviction. Les convictions, elles sont de toutes sortes. Elles peuvent être politiques, elles peuvent être esthétiques, elles peuvent être narcissiques. Mais il faut des convictions et il faut avoir les moyens, ou en tout cas trouver la manière de pouvoir les réaliser, ces convictions, les mettre en avant. Et Marine Serre, pour moi, c'est quelqu'un comme ça, qui continue aujourd'hui à rester fidèle à un modèle qu'elle a mis en place, et elle arrive à jongler avec ça de saison en saison, en se réinventant, mais en restant en même temps fidèle à des choses. Voilà, c'est pas de la mode qui raconte une histoire de la saison. On va partir, on va vous emmener en Californie, on va mettre des lunettes pilotes, on va mettre de l'autobronzant, et ça va être comme ça qu'on va vivre notre été. Non, ces créateurs comme Vivienne, comme Marine Serre, comme Martin Margiela dont je parlais avant, sont des créateurs qui, pour moi, ont un statut de créateur parce que finalement leur travail devient à un moment donné intemporel.
que ce soit la saison 2017, que ce soit la saison 88 de Margiela, etc. En fait, quand on les regarde aujourd'hui, avec le recul, avec le temps, ces pièces ont toujours la même présence. Après, on peut les dater parce que les tissus évoluent. Oui. Voilà, le goût évolue, la manière dont on regarde les choses évolue. Mais quand une pièce est forte, quand un créateur a un univers fort, en général, il restera fort. Les fondements sont là. Ben oui. C'est comme, je pense que c'est pareil pour les artistes, qu'ils fassent de la musique, qu'ils fassent de l'art. Voilà, c'est pareil. Je suis partagée entre, tu vois, d'aller puiser dans la mine de connaissances mode que tu es et l'envie, parce que c'est un peu l'idée ici, c'est de parler de toi. Mais oui. Mais on va faire les deux, c'est pas grave, on va faire les deux. On va faire des allers-retours. Donc toi, la mode, qu'est-ce que tu as fait en mode après avoir obtenu ton diplôme en Belgique, à Paris, à Tokyo? Au Japon, en effet. Qu'est-ce que j'ai fait après avoir terminé mes études? En fait, ce que j'ai fait est un peu particulier, c'est que j'ai pas fait les choses dans l'ordre. Et pour une bonne raison, c'est que d'abord, c'est le hasard des choses aussi. Parce que je crois que la vie aussi, elle est faite de hasard. À un moment donné, il y a un train qui passe, tu le prends, tu dis oui, tu sais pas pourquoi tu le fais. Et ça, je crois que c'est aussi un privilège, quelque chose qu'on a aussi quand on est un peu naïf et quand on vit. Quand on commence à rêver de la vie qu'on voudrait vivre, alors on est naïf. Voilà, j'étais à l'école, j'ai participé à un festival dans le sud de la France qui s'appelle aujourd'hui et qui s'appelle toujours le Festival de hier. Aujourd'hui, c'est de la mode, de la photo, de l'accessoire. À l'époque, c'était que de la mode. J'ai eu de la chance dans mon jury de l'époque. Il y avait Martin Margiela, il était là. Donc, on a eu une conversation en face à face. Donc voilà, ce moment, il a été fondateur parce que là, je suis revenu, j'ai gagné un prix, le prix de la collection mixte. Et ce prix m'a permis, en fait, d'avoir un accès à toute une série de choses qui, quand on est à Bruxelles, quand on est jeune, quand on est à l'école et qu'on n'y connaît rien au business, on ne sait même pas envoyer un fax, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Google, il n'y avait pas Internet, et ben on commence à apprendre tout sur le terrain. Et donc, en fait, moi, j'ai préparé ma sortie de l'école en commençant finalement à collaborer avec ce monde professionnel, avec ce monde qui s'était un peu ouvert à moi grâce à ce moment un peu magique de gagner un prix au festival d'hier. Et donc ça m'a amené à rencontrer des Japonais qui, eux, m'ont proposé du boulot. Parce que ton nom était connu, on t'avait vu, les gens en tout cas du secteur de l'industrie. Et donc tes coordonnées ont commencé à circuler. Oui. Et puis parce qu'en fait, j'avais présenté un projet qui, je pense, était fort et qui avait du sens et qui finalement, comme toujours dans la mode, avait ce petit clash à ce moment-là qu'il faut pour que tu fasses la différence. C'est très précurseur quand même, non? Une collection mixte, c'était en quelle année? C'était en 1994 et c'était une collection mixte qui mélangeait le vêtement de travail et l'uniforme, je dirais, avec des références à l'uniforme militaire marin. Mais c'était mixte Mixte c'était no gender, si tu veux. C'était des vêtements qu'à l'époque on appelait mix, parce que voilà, aujourd'hui on arrive à mieux comprendre le statut d'une pièce et on en parle un peu mieux. Mais à l'époque, en fait, quand tu t'inscrivais dans un concours, tu présentais une collection femmes, tu présentais une collection hommes. Si tu voulais mélanger, tu présentais une collection mixte. Donc moi, c'était une collection mixte, sauf que dans cette collection mixte, les pièces n'étaient pas genrées. Les t-shirts, les vestes, les pantalons. Et il y avait peu de gens qui faisaient ça à ce moment-là. C'était assez rare. Mais bon, le côté unisexe de la mode, ça a toujours existé. Moi, j'aimais bien ce mot unisexe. J'aimais bien, ça voulait dire tout. Voilà, des filles comme Jane Birkin, des filles comme Françoise Hardy. C'est des filles qui étaient dans l'unisexe. Elles portaient les vêtements de leurs mecs ou de leurs copains, de leurs amis. Elles mélangeaient des choses. Donc, moi, je suis un peu dans l'héritage de tout ça. Donc, moi, j'ai toujours vu la mode comme quelque chose d'assez unisexe. J'ai jamais eu de souci de porter un vêtement qui avait été porté par une femme avant moi ou qui a été créé pour une femme. Donc, cette collection était mixte. J'ai gagné ce prix et ce prix, en fait, m'a permis de rencontrer des gens de la presse, des gens du milieu de la mode, des gens qui font de la production et des gens qui, comme toujours dans les concours, sont là pour dénicher, qui sont là comme on va sur une foire d'art contemporain, voir qui fait quoi aujourd'hui, comme font les galeristes qui se baladent dans les écoles pour repérer les trucs. Donc voilà, dans ces moments de concours, il y a toujours des gens qui sont là pour venir voir ce qui se passe, parce qu'en fait, c'est là que ça se passe au final. Et cette collection, elle a fait un peu date, parce qu'en fait, elle était autour du costume, du vêtement de travail, toute une espèce de gimmick autour du vêtement militaire. Elle était mixte.
Le défilé, la musique, c'était les Gilles de Binge. Et puis surtout, c'est que le nom, c'était pas le mien, ça s'appelait Union pour le vêtement. Et j'avais vraiment voulu parler de cette manière-là, parce qu'à l'époque, il y avait 2 autres garçons qui étaient avec moi, que j'avais Thierry rencontrés. Rondenet et Hervé Ivre. Voilà, Nojo, que j'avais rencontré à la Cambre, parce que la Cambre, c'est aussi une espèce de petite plateforme aussi, où tout se côtoie, se mélange. Et donc, dans la collection, on avait travaillé sur ce projet à 3, puisqu'il y avait des parties, eux, leur spécialité à l'époque, c'était plutôt l'image imprimée. Donc, voilà, il y avait pas mal de primes. Le logo de cette marque, c'était un cintre. Donc, il y avait dedans toute une série de choses qui répondaient déjà presque à une identité de marque. C'était pas une collection, encore une fois, inspirée d'un voyage en Papouasie, Nouvelle-Guinée, où finalement j'ai enfilé des coquillages. Parce que la mode, c'est parfois ça, et je la respecte, parce qu'en fait, elle existe. C'est une autre manière de raconter l'histoire. Elle a l'histoire. toujours existé. Il suffit d'ouvrir les livres d'histoire de la mode, mais ça n'a jamais été ma vision de la mode. Okay. Et donc, cette manière assez radicale, aussi minimale, de présenter ce travail a percuté, et donc ça a ouvert des portes. Et donc, c'est là que sont arrivés des Japonais, pour lesquels il y a eu des rendez-vous à Paris. C'est vrai que ces Japonais travaillaient pour le groupe de Yohji Yamamoto. Et puis, il y a eu des voyages au Japon. Puis, il y a eu des longs séjours à Paris. Et tu n'as pas eu envie de continuer ce travail du vêtement comme... tu vois, de ce mélange, en fait, cette réflexion sur le vêtement de travail, le côté utilitaire. Je l'ai toujours fait. Mais pour toi-même, je veux dire. Tu vois, avec genre une marque éponyme, tu vois, qui serait... On nous a proposé des choses. À l'époque, on a travaillé pour une marque qui s'appelait à l'époque Transcontinent Transcoopérative, qui était une marque produite par le groupe de Yohji Yamamoto pour le marché japonais, par des créateurs, par une maison, par une équipe, on dirait européenne, en tout cas en Europe. Et donc là, on a décliné ce concept du vêtement de travail, parce qu'encore une fois, au Japon, c'est vraiment un truc qui leur appartient. L'uniforme, ça reste une tendance mainstream, ou en tout cas une tendance qui traverse toutes les autres. Voilà, c'est dans leur truc. Donc ça collait à ça, c'était bien. Et moi, c'est toujours... Je me souviens que tout ce que j'ai fait dans le futur, il y a toujours eu ce côté. Il y a toujours eu quelque chose qui, de près ou de loin, se rapproche aux vêtements utilitaires, mais pas dans ce côté utilitaire, mais dans... Rien de gratuit. Voilà, si on met des pattes, si on met des trucs et tout, autant que bim, bam, ça fasse penser à ça. Si on met des poches, autant bien, ok, cette poche, elle pourrait peut-être être comme ça, elle pourrait peut-être être piquée à ce vêtement-là, parce qu'elle va lui donner un peu plus de caractère. Et les vêtements de travail, le vêtement utilitaire, c'est une mine d'or de construction de patronage, à l'intérieur comme à l'extérieur, dans les doublures, voilà, parce qu'en fait, il y a non seulement une réflexion de pouvoir concevoir un vêtement, mais il y a tout le côté utilitaire, le côté pratique, le côté, en fait, où tout est pensé pour ne pas t'emmerder. Ouais, tout est pensé pour te protéger, ou tout est pensé pour rentabiliser toutes tes actions, tes mouvements, ton aisance. Et voilà, moi, c'est un truc qui m'a toujours passionné. Donc, j'ai toujours découpé les vêtements, j'ai toujours ouvert les vêtements, j'ai toujours regardé comment c'était fait dedans. Et ça m'est resté tout au long et ça me reste encore aujourd'hui. Et pour revenir à mon style, parfois, j'ai l'impression que je m'habille. J'ai comme ça, un peu comme mon vêtement de travail, en fait. Je sais que j'aime les épaules quand elles sont comme ça, les longueurs doivent être comme ça. Voilà, l'ampleur doit être comme ça. Et je reste souvent assez là-dedans. Ce qui me permet de, finalement, quand je regarde ça de derrière, de garder un cap. Tu n'as pas fait, après avoir gagné le prix, fini ton école, obtenu ton diplôme, tu rencontres plein de gens, comme tu viens de nous l'expliquer, et ça t'amène, les opportunités, elles t'amènent à faire quoi ? Elles m'amènent d'abord à rencontrer des professionnels assez de haut niveau, parce que c'est assez formateur aussi quand tu rencontres... je sais pas, pour les gens qui nous écouteront, ça ne vaudra plus rien, mais des gens comme Maria Luisa, qui avait sa boutique à Paris et qui était la boutique de référence des jeunes créateurs. Si tu passais par Maria Luisa en tant que jeune dans ses vitrines, tout le monde te connaissait. Parce qu'en fait, quand les acheteurs arrivaient à Paris, les Japonais, les Américains et tous les autres, parce qu'à l'époque, c'était pas aussi global qu'aujourd'hui. Ouais. Donc, il y avait le Japon, les États-Unis. Et Paris. Voilà, aujourd'hui, on dit l'Asie. On dit les autres, les pays émergents, mais à l'époque, c'était les Japonais, principalement les États-Unis, et puis l'Europe. L'Italie, l'Allemagne, on disait quand même l'Europe. On disait pas Paris. Pas... Les boutiques arrivaient à Paris pour voir les défilés, pour aller dans les showrooms. Donc ça n'a pas beaucoup changé. On vient commander, on vient assister au show. Mais les boutiques passaient par quelques endroits de référence à Paris, qui étaient, entre autres, la boutique de Maria Luisa. Et si
tes vêtements se trouvaient dans la vitrine de Maria Luisa, ils allaient venir te voir en showroom et ils allaient certainement t'acheter. Ok. Parce qu'en fait, elle était considérée comme celle qui avait le flair le plus incroyable et une sélection qui est ce qu'il fallait avoir dans une boutique de mode aujourd'hui. Et elle allait les chercher où, elle? Elle était là au festival d'hier, elle était dans les jurys. Ok. C'était une dénicheuse. C'était quelqu'un qui était intéressé justement par ce qu'elle ne connaissait pas et pas par simplement des marques dans lesquelles finalement on achète, ça se vend, ça roule, ça tourne. Bon, il y a des boutiques comme ça, et voilà. Elle n'était pas comme ça. C'est là que sont arrivés tous les jeunes créateurs qui ont fait la génération des créateurs de mode des années 90, 2000 et autres. Donc moi, j'étais là-dedans, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai voyagé au Japon, j'ai travaillé pour une marque japonaise. Union pour le vêtement, ça a duré un moment. Et puis, comme tous les projets qui sont des projets en fait, que tu n'avais pas du tout imaginé, des projets que tu n'attendais pas, où il n'y avait rien qui avait été construit derrière. Il n'y avait pas un business plan, il n'y avait pas une équipe précise. Enfin, on avait commencé les choses avec la fraîcheur et la naïveté d'un succès qui tombe dessus. Et demain, en fait, oui, ok, je vais essayer de vous fabriquer des vêtements, etc. Et donc voilà, ça a duré quelques saisons. Et puis à un moment donné, en fait, je crois qu'on en a eu un peu marre. Le trio, on en a eu un peu marre. Je pense que voilà, on était peut-être rentré dans un système qui était plus, voilà, parce que la mode, c'est un truc qui est très drôle, qui est très amusant, mais c'est un truc qui peut être aussi pas du tout drôle, pas du tout amusant, parce qu'en fait, tu bosses 80% de ton temps, tu fais des trucs en fait que tu n'aimes pas faire. Tu fais des messages, tu fais des factures, tu fais de la compta, tu fais des commandes, t'engueules tes fournisseurs, tes fabricants, tu ramasses, enfin voilà, tu fais le ménage 80% du temps. Et en fait, faire le ménage, franchement, bon, moi, c'est pas le truc qui me plaît le plus dans la vie. Puis il y a l'autre partie où tu présentes ta collection, tu crées, tu fais des choses, voilà. Et cette partie-là, en général, elle est tellement merveilleuse qu'elle fait oublier les 80% derrière. Mais à un moment donné, parfois, ça devient long. Et donc là, c'était long. Et puis moi, j'ai rencontré quelqu'un dans ma vie privée avec qui, voilà, on a eu envie de faire autre chose. Et donc, c'est là où on a démarré un autre projet qui, encore une fois, ne portait pas mon nom parce que j'ai jamais eu la prétention. En fait, j'ai jamais pensé, ça m'a jamais intéressé. D'ailleurs, aujourd'hui, même, c'est pas quelque chose sur lequel je suis attaché et ça n'a jamais. Tu t'attends pas à avoir, tu souhaites pas particulièrement avoir une pérennité de ton nom dans l'industrie de la mode. Non, parce que. Plus de ce que tu fais, plus que... Voilà, moi je crois que c'est le projet qui compte. Et si dans le projet, je trouve que mon nom n'a pas de valeur ajoutée, il faut pas le mettre en fait. C'est tout. Et donc, on a démarré une collection qui s'appelait, à l'époque, puisqu'elle n'existe plus, Xavier Delcourt, avec qui, en fait, j'ai vécu pendant pratiquement 15 ans et on a fait des collections pendant au moins 10 ans. Et là, ça a été un succès. Donc, on est repassé par le festival d'hier. Là, Xavier a gagné un prix. Puis voilà, tout s'est enchaîné. Les vêtements chez Maria Luisa. Comme je viens d'expliquer, le modèle. C'était le modèle de l'époque. Aujourd'hui, c'est plus le modèle parce que les boutiques multimarques comme celle-là n'existent plus. Ça n'existe plus, ça. Aujourd'hui, il y a les sites de vente online. Ça peut exister, tu penses? Est-ce que là, aujourd'hui, on est en 2024? Ça n'existera. Ceux qui m'écouteront et qui peut-être... sont dedans, vont trouver ça très triste parce que je pense que le modèle économique d'une boutique de mode pointue, avant-garde, en physique, c'est difficile. C'est très difficile. T'as pas l'impression qu'il y a quand même un retour maintenant, tu sais, où... Enfin, peut-être que moi j'ai cette impression-là parce que je tends vers ça à titre personnel et que je... Voilà. Mais qu'il y a quand même un intérêt qui grandit pour le physique, tu vois, pour le contact, pour la qualité de la pièce, pour... tu vois? Écoute, je sais pas. Je sais pas parce que je suis pas assez depuis longtemps. Je suis peut-être plus assez derrière. Sauf que ce que je sais, c'est que par exemple, il y a 15 ans, en tout cas 20, en tout cas au moins, à Paris, il y avait des boutiques comme Maria Luisa, comme celle dont je parlais. Il y en avait une petite dizaine. Ouais. Elles étaient toutes avec une orientation, une sensibilité X et Y. Mais il y en avait plein, il y en avait beaucoup. Donc il y avait la place pour tous ces jeunes créateurs. Aujourd'hui, elles ont toutes disparu. Il n'y en a plus. Même Colette, qui est arrivée un peu après, qui était le temple du dernier truc branché de la mode et de tout ce qui tourne autour, n'existe plus. Aujourd'hui, ça a été repris par les grands magasins. Les grands magasins ont encore ce genre de profil parce qu'ils ont aussi besoin d'amener ce public-là, c'est-à-dire les gens qui s'intéressent. Parce qu'en fait, on va aussi dans les boutiques pour faire comme on va au musée. On ne va pas toujours dans les boutiques pour se ruiner. Ouais. On va pour regarder, pour essayer, pour se dire « Ah, c'est super ça. Ah, ça me va super bien.
mais de toute façon, c'est trop cher, je vais pas l'acheter. Voilà, donc ça n'existe plus. Je sais qu'il y a plein de choses qui existent, qui ont repris un peu du poil de la bête, c'est-à-dire des petites structures de gens indépendants, autonomes, qui ne dépendent pas ni d'un groupe, ni... voilà, et qui produisent comment ils ont envie de produire. Ils ont 100 mètres de tissu, ils vont faire avec 100 mètres de tissu, et donc ils vont avoir... Voilà. Mais ça, c'est de tout temps, ça c'est un fournisseur, en fait. Ça a toujours existé. Avant, c'était le tailleur du coin, c'était le magasin du coin. Enfin, je veux dire, ce genre de choses, ça a toujours existé. Mais c'est un profil qui est tout à fait en parallèle à l'industrie de la mode, qui malheureusement, elle, n'a pas cessé de grossir, de grandir. Et aujourd'hui, le truc, c'est que les créateurs et les marques, les noms qui sont un peu les noms phares des années précédentes, où c'était des jeunes gens, des jeunes créateurs, bah, c'est les grandes marques. Aujourd'hui, toutes les marques appartiennent à tous ces groupes qu'on connaît et qui ont un cheptel de maisons patrimoniales, de jeunes créateurs ou de marques voilà, qui étaient autonomes. Enfin, je sais pas, quand on pense à McQueen, par exemple, aujourd'hui, bah, il appartient à un grand groupe. Il est dans un circuit traditionnel qui doit certainement fonctionner, etc. Mais il a perdu aussi aussi cette chose. Donc je ne sais quoi. Voilà, donc je crois que à côté de ça, aujourd'hui, la seule solution qui est possible encore aujourd'hui, c'est de pouvoir développer, en effet, ton petit business et de le gérer. Quand tu dis petit business, ça veut dire qu'on serait les nouveaux, les designers émergents qui voudraient vraiment créer une marque et tout ça, sans être rachetés, s'ils en ont déjà l'étoffe par un grand groupe. Ce serait de se limiter peut-être à une région géographique. Et je pense, mais c'est quelque chose qui existe aussi. Si tu voyages, si tu bouges. Par exemple, moi, j'ai eu la chance, en effet, d'aller au Japon très souvent et de voir ce qui se passait là-bas. Les réalités dans chaque... Bon, aujourd'hui, un peu moins, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux, donc on sait tout ce qui se... Enfin, on sait, peut-être qu'on ne sait pas, mais on a l'impression qu'on sait tout ce qui se passe partout. On connaît le dernier... Enfin, on peut avoir une espèce de vision un peu panoramique de ce que c'est la mode aujourd'hui, si on considère que tout en haut, il y a ça, puis en dessous, il y a ça, puis après, il y a les émergents, il y a les nouveaux, puis il y a des comptes Instagram aussi qui font la promotion de ça. Donc aujourd'hui, voilà, c'est peut-être aussi, parfois, peut-être un peu le danger de tout ça, c'est que moi, je vois des étudiants, parce que je travaille dans une école, et que parfois, en fait, ce trop d'informations peut devenir un poids, c'est un boulet, en fait. C'est « Ah merde, il y a ça », et alors, on ne peut pas s'empêcher de s'identifier ou de se comparer. Et dans la mode, quand on se compare, ça peut être vraiment un handicap. Parce que je pense qu'il faut être au courant. Il faut connaître l'histoire de la mode. Je crois que ça, c'est le plus important. Avant de se comparer, il faut connaître l'histoire de la mode, comme quand on fait de la musique et qu'on doit quand même connaître un peu, voilà, ses classiques et voilà. Mais donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est un profil qui existe, mais qui pour moi redevient un peu le fournisseur. Il faut redéfinir aussi c'est quoi un créateur de mode, c'est quoi cette figure-là. On a vécu avec des modèles. On vit toujours avec certains modèles. Quel est le modèle de demain ? Est-ce que c'est le modèle d'aujourd'hui ? Qui est un peu le modèle d'hier aussi. Mais comme tu dis, on a le nez dedans. Donc en fait, on ne pourra en parler que quand on aura le recul nécessaire en termes de temps pour dire, OK, en fait, à cette époque-là, les réseaux sociaux prenaient énormément de place. Donc il y a une connaissance globale et puis il y a une globalisation de ce qu'on peut appeler la mode. Et donc, il y a ceux qui sont dans la mode et puis il y a ceux qui sont un petit peu à côté. Voilà. Et au bout d'un certain temps, ce sont eux qui font la nouvelle mode de la même manière que Vivienne Westwood, à un moment donné, elle était marginale par rapport à la mode parce que c'était le punk, c'était le contre-courant qui est devenu le courant. Oui, exactement. Ça, c'est l'éternelle histoire de la mode qui est une espèce de truc toujours en mouvement et tout finit par se retrouver et repartir et faire un autre cercle, mais c'est un cercle. Mais tout ça pour dire que je crois qu'il y a quelques modèles, parce qu'en fait, nous, on est ici, moi je suis là en Belgique, à Bruxelles, dans ton showroom. Je connais la mode dans un rayon assez vaste, assez large, mais pas très très large au final, parce que comme tu disais avant, il y a, et quand on voyage, il y a des maisons, ou en tout cas des créateurs, des créatrices de mode à l'étranger, qui sont des stars là où elles sont, mais nous, on les connaît absolument pas. Je pense que si on avait un peu de temps, qu'on se baladait dans toute l'Amérique latine,
on verrait des tas de choses en fait qu'on ne connaît pas, parce que c'est aussi, il faut toujours savoir qu'est-ce qu'on raconte de la mode. Nous, on est dans un environnement qui nous raconte aussi une partie de la mode, cette mode-là, et donc pour réinventer le modèle, c'est sûr qu'il faudrait y penser plus globalement, mais tout ça pour revenir à des histoires, des espèces de des histoires merveilleuses d'aujourd'hui. Quand on voit par exemple ce qui est arrivé à un garçon comme Jacques Mus, Simon Porte Jacques Mus, c'est quand même un peu inouï. Quelqu'un qui n'est toujours pas dans un groupe, donc qui est toujours autonome, mais qui, malgré tout, a dû s'adapter au modèle économique. Il faut faire du volume, il faut décliner, il faut des chaussures, il faut des sacs, il faut des bijoux, il faut des tas de petits trucs, des trucs à 100 balles, des trucs à 200 balles, peut-être même des trucs à 50 balles aussi. Oui, on revient un peu, c'est un peu la réinterprétation du modèle qui a été lancé après la guerre, où les maisons de mode parisiennes ont commencé à avoir des produits dérivés, l'histoire des licences avec les lunettes, le maquillage, les sacs, et qui sont finalement les produits qui se vendent le plus et qui permettent aux maisons de tenir. Voilà, donc en fait, quand on pense à ce modèle, je pense qu'on est encore pour ce modèle pendant un moment. Je ne pense pas qu'un nouveau modèle, à part celui d'être tout à fait à contre-courant et donc de ne pas rentrer dans cette logique économique de calendrier et de développement, parce que derrière, il y a des revendeurs, derrière, il y a tout un calendrier dans lequel tu dois t'inscrire si tu veux prospérer et si tu veux que ta boîte devienne chaque saison un peu plus grande, ce qui est quand même la règle du capitalisme. Oui, c'est ça. Et donc, la mode et le capitalisme, c'est quand même quelque chose de... C'est quand même un couple, hein, ils sont ensemble. Je t'aime moi non plus. Voilà, donc si tu vires ton mari capitaliste, avec qui tu te mets? Voilà, est-ce que tu changes de bord? C'est ça. Est-ce que tu prends des risques? Est-ce que... Je sais pas. Voilà, donc ça, il faut trouver. Et donc aujourd'hui, ça existe, ça a toujours existé. Toujours existé. Aujourd'hui, on le sait plus, on le voit plus. Et puis parce qu'aujourd'hui, ce qui est génial, à mon avis, encore une fois, on verra ça dans 20 ans, mais c'est que des outils comme Instagram, pour dire vraiment une banalité, ont révolutionné aussi la mode. Aujourd'hui, en fait, on peut être chez soi, au fin fond du monde, avoir juste une machine à coudre, du matériel, en fait, pour fabriquer des choses, et on peut communiquer dessus. Et aujourd'hui, on peut les vendre, parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens achètent beaucoup plus de choses par correspondance, et voilà. Aujourd'hui, les gens achètent même des choses qui ne sont pas fabriquées. Non, franchement, aujourd'hui, en fait, on achète des choses à un créateur ou une créatrice qui va vous demander de financer la production par une promesse d'achat en payant parfois même le prix plein à l'avance, et vous allez le livrer dans 6 mois. C'est quand même du solide, ça. C'est quand même... Là, on est déjà dans un autre modèle, comme tu disais tout à l'heure. Là, on est dans un autre modèle. Celui-là, il existe et apparemment, il fonctionne, puisque... Voilà. Mais ça reste alternatif. Parce que c'est pas le modèle économique numéro 1, celui dans lequel... au final, tout le monde finit par s'aligner. C'est intéressant ce que tu dis, parce que d'un point de vue économique, la plupart des entreprises maintenant fonctionnent à flux tendu, pour limiter les pertes, pour optimiser les marges. Et donc, ce serait pas étonnant que si on se revoit dans 25 ans, tu vois, on se dise, LVMH fonctionne aussi à la commande, et qu'en fait, il n'y a plus de stock nulle part pour aucun produit. Peut-être. Tu vois ? Voilà, honnêtement, quand je vois comment les choses ont changé sur les 20 dernières années, je me dis que oui, on n'est pas à l'abri de vivre peut-être encore des gros changements. Après, j'ai envie de rigoler. J'ai envie de dire, mais see now, buy now, toutes ces conneries là qu'on nous a racontées avant le Covid, où il faut couper la chaîne, on va défiler, ce qu'on va montrer, on va le vendre direct. Et alors, les maisons se sont un peu targuées. Ok, moi je suis le premier, je le fais. Tom Ford, allez, j'y vais, machin et tout. Aujourd'hui, on rigole. Donc le modèle, il va encore muter, mais le gros, vieux, sacré, gros modèle capitaliste qui fait le business de la mode depuis 50 ans, je pense pas il va vraiment changer vite. Est-ce que tu crois que justement ce modèle économique de la mode a un impact sur la créativité? Parce que la mode, c'est aussi la créativité quand même. Ouais, on est d'accord là-dessus. Et toi, en tant que... Tu es prof à la Cambre, section accessoires. Voilà, un master autour de l'accessoire. Est-ce que c'est une dimension de laquelle les créateurs tiennent compte? Est-ce qu'on les informe? Est-ce qu'ils ont conscience? Parce que moi, j'en rencontre quelques-uns
de la Cambre et d'autres écoles de mode en Belgique, parce que je suis curieuse toujours de ce qu'ils font, j'aime bien les regarder, poser des questions. Et en fait, très peu ont connaissance du business de la mode. C'est-à-dire, ils ne connaissent pas les enjeux, ils ne connaissent pas les processus, ils ne connaissent pas... voilà, ils sont baignés dans la créativité, dans la création, dans le développement d'une idée, d'un concept, d'une image, mais par contre, pas de la manière de le commercialiser. Et ceux qui vont après vers la commercialisation, je vois qu'il y a des choses ils abandonnent des choses en chemin en termes de créativité et de création. Est-ce que tu penses que c'est ou l'un ou l'autre, ou au contraire, ce sont ceux qui arrivent à embrasser ces deux aspects qui finalement arrivent à en vivre, quoi, et à vraiment travailler? Alors, c'est une question compliquée parce qu'il y a plusieurs choses avant dans cette question. C'est que pour faire une toute petite parenthèse par rapport à l'enseignement et par rapport au fait, en fait, de rentrer dans une école, entre guillemets, de mode pour aller apprendre ton métier. Bon, c'est déjà une utopie parce qu'en fait, ce métier, il est multiple. Donc, en fait, ce qu'on s'efforce de faire dans une école, moi, à mon niveau, autour de l'accessoire, mais c'est pareil pour la mode, si on considère que le vêtement et l'accessoire sont deux choses distinctes, c'est qu'en fait, on forme des jeunes gens à devenir des créatifs, à devenir des cerveaux qui peuvent penser la mode, qui peuvent développer une personnalité, développer un univers, et surtout pouvoir se profiler presque sur un poste de directeur artistique, puisqu'on est aussi encore dans ce système-là. C'est aussi une autre histoire, c'est aussi un modèle qui va, qui vient, mais qui quand même est là depuis longtemps. Donc voilà. Donc en fait, nous, la priorité et l'objectif premier, c'est d'arriver à ce que ces personnes, ces filles, ces garçons qui sont là, quand ils sortent de là, ils aient les capacités. Alors tout le monde les aura pas, ça c'est sûr, mais bon, que tu sois dans le médical ou dans le social, c'est pareil. De sortir de l'école en ayant les capacités d'assumer, en tout cas pour démarrer, un poste qui soit proche de la direction artistique, c'est-à-dire d'avoir une vue globale sur le produit, sur l'image, sur un univers global. On n'apprend pas aux étudiants à devenir des chefs d'entreprise, on n'apprend pas aux étudiantes à devenir des techniciennes. Donc on a beaucoup de chance, c'est que dans les écoles de mode en Belgique, on apprend des techniques, on apprend son métier, et donc on apprend à avoir une autonomie presque à 100%, c'est-à-dire de pouvoir faire tout, de pouvoir être autant bon en création, que bon en technique, que bon en réalisation, que bon en promotion, que bon en tout ce qui va autour. C'est ce qui fait la force des étudiants qui étudient dans ces écoles, souvent, c'est qu'en fait, ils ont toutes ces cordes à leur arc, et donc ils peuvent y arriver. Ceux qui vont aller plus loin, c'est ceux qui ont la niaque, ceux qui veulent pas rentrer, ils veulent pas être dominés. Parce que c'est, voilà, rentrer dans un boulot, c'est choisir d'être un tout petit peu dominé. Donc, il y en a certaines qui choisissent de devenir leur propre patronne, enfin voilà, d'être à la tête de cette pyramide. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Mais ça va s'apprendre après sur le terrain. Ça va s'apprendre parce que tu es confronté, comme je te le disais avant, à des professionnels qui vont te mettre 2-3 claques, des questions, tu vas dire « Waouh, j'ai jamais pensé à ça ». Et en fait, tu vas apprendre ça 1000 fois plus vite que si on te l'apprenait à l'école. Enfin, ça va te casser les pieds. Clairement. À l'école, il y a des cours de droit d'auteur, mais ils y vont avec des pieds de plomb. Ça les emmerde parce que c'est de la théorie. Mais le droit, c'est de la théorie. Mais le jour où ils vont voir que quelque chose, un concept mais comment qu'ils ont est-ce qu'on peut... Voilà, on ne peut pas, à un moment donné, quand je crois qu'on a des parcours artistiques dans une école, etc., on ne peut pas se diversifier, en fait. On est obstiné par... ce qu'on veut faire, on veut faire de la mode, on veut faire de l'accessoire, et le reste, on verra après. Tu sais à quoi ça me fait penser ? Je sais plus, je pense que c'était dans un des épisodes que j'ai déjà enregistré. Je crois que c'est Marie Guérin qui disait ça. Je sais plus si c'était en off ou durant l'épisode. Elle disait aujourd'hui, pour beaucoup de créateurs, de jeunes créateurs, rêvent d'avoir leur Pierre Berger. Oui, tout à fait. Tu vois, parce qu'en fait, c'est ça, c'est que comme tu viens de dire, il faut être obsessionnel sur une idée et puis avoir quelqu'un qui vient compléter. Et les grands groupes, c'est ce qu'ils font, j'ai l'impression, avec les marques émergentes ou dans lesquelles il y a un potentiel, eh bien, ils les laissent dans un premier temps, enfin, ils vont les chercher en tout cas pour la créativité. S'ils les laissent, bon, ça c'est une autre histoire, mais en tout cas, ils leur permettent de mettre cette créativité sur la scène du commerce en venant compléter l'aspect business.
Mais c'est sûr qui, dans n'importe quelle vie, ne rêverait pas d'avoir son Pierre Berger. Ah, moi, j'aimerais bien. Je veux dire, quand tu te décides à vivre de ta création, qu'elle soit dans la mode ou ailleurs, avoir son Pierre Berger, c'est quand même, c'est quand même pas mal dans la vie. En effet, avoir un Pierre Berger, c'est très utile et c'est ce qui fait souvent la différence entre les créateurs et les créatrices qui démarrent. Être un peu entouré, ça va de toute façon aider à progresser, puisqu'en fait, il y a trop d'affect quand on est dans une démarche de création aussi. On ne fait pas de concessions. Quand on se profile dans cette catégorie-là, on n'aime pas les concessions, on n'aime pas les compromis, on n'aime pas de faire non, ça doit être comme ça, et avoir quelqu'un derrière qui peut ou pallier à ce que tu puisses faire tout ce que tu veux, ou bien qui peut à un moment donné arriver à te contrôler et à te remettre un peu sur une situation un peu pratique où il faut choisir des choses. Voilà, on ne peut pas faire ça tout seul, donc c'est super important d'avoir quelqu'un. Moi, je l'ai fait, on était plusieurs, je l'ai fait avec Xavier, on était 2. Toutes les heures, on doit prendre une décision. Toutes les heures. Et donc, à un moment donné... et elles ont tout un impact important. Complètement. Et il y a toujours quelqu'un qui, derrière, attend sa réponse. Ouais. Et donc, être à 2, comme dans un couple, comme dans un duo d'amis, comme dans n'importe quelle situation, peu importe. Être à 2 pour discuter d'une solution, d'une réponse à donner, ça permet de la donner certainement avec beaucoup plus d'assurance et beaucoup plus de sécurité, même si on se trompe parfois. Ouais. C'est super intéressant ce que tu... je suis pas du tout dans le fil de ce que... Alors, rien à voir un autre podcast avec ce que j'avais prévu. Comment faire son business dans la mode. Ça, ce serait une question. Non, mais moi, je suis à l'école depuis maintenant quelques années. Et comme je t'ai dit, j'ai toujours été souvent un numéro... Les gens pensent que je suis un numéro 1, mais j'ai toujours adoré être un numéro 2. Parce que pour moi, le numéro 2, il a presque plus de pouvoir que le numéro 1. Parce que Pierre Berger, il avait bien plus de pouvoir qu'Yves Saint-Laurent. Et c'est pas une passion pour le pouvoir, mais c'est que je suis quelqu'un d'obstiné, de perfectionniste. Comme beaucoup de gens, j'ai pas de gloire à être perfectionniste, mais je le suis tellement que ça peut me pourrir ma vie. Moi, je vois le truc qui est pas tout à fait comme il fallait. Je ne vois plus que ça, je vois plus le reste en fait. Ça peut me tuer ma journée, ma soirée. Et donc, si j'ai la possibilité, je vais tout recommencer de toute façon. Mais parfois, on peut pas. Donc, il faut vivre avec. Mais donc, et le numéro 2, c'est un rôle qui te permet aussi d'avoir une distance et par exemple d'avoir cette conversation-là. Moi, j'étais confronté tout le temps à ça. Quand tu travailles avec quelqu'un, à un moment donné, il faut aussi parfois protéger cette personne de ce qui va être demandé, dit, que ce soit dans une situation professionnelle, commerciale ou simplement de jugement, on s'expose quand on fait de la mode. En fait, chaque année, chaque saison, on propose des choses et on est bien d'accord qu'elles ne plaisent pas à beaucoup de monde ou qu'elles ne plaisent pas toujours aux gens qui te soutiennent et qui te vendent parce qu'ils se disent mais on va pas encore pouvoir vendre la même chose. Et donc être 2, ça permet aussi souvent de pouvoir l'élément un peu tampon qui fait redescendre ou remonter l'information avec un peu de discernement. Parce qu'il n'y a rien qui est grave, mais voilà, il faut juste entendre. En fait, il faut entendre beaucoup de choses. Et quand on est dans la mode et quand on est à cette place-là, souvent, on peut aussi arriver à ne plus rien entendre. Et là, ça peut devenir un peu dangereux parce que ça provoque de l'anxiété, ça provoque des choses. Voilà, et les gens qui pètent les plombs dans la mode ou qui qui décident de nous quitter tout simplement, ça existe aussi. C'est un métier quand même, franchement, pour moi, j'ai toujours dit, c'est le métier. Je crois que si tu veux savoir tout faire dans la vie, fais de la mode. Si tu as fait de la mode, je pense que tu peux tout faire après, mais tout. Pas des soins médicaux. On va rester dans un domaine artistique et créatif, on va dire. Mais quand tu as fait la mode, tu sais tout faire. Tu sais tout faire parce qu'en fait, dans la mode, tu dois tout faire. Et il n'y a pas une petite partie qui n'existe pas dans ce métier-là, qu'on retrouve là. Celle-là, elle est complète. C'est une tarte avec toutes les parts. Est-ce que tu es d'accord avec l'idée que moi, je me fais, je ne sais pas si d'autres, que la Belgique est un vivier de créativité plus qu'ailleurs ? Je crois qu'elle l'est depuis longtemps, qu'elle l'est toujours, et que ça s'explique pour plusieurs raisons. Je crois que la première, c'est qu'on est dans un pays un peu différent des autres pays d'Europe. Enfin voilà, on est minuscule. On est tout petit, on est très vraiment jeune le parent pauvre de la France.
qui est quand même notre modèle, si on considère que, en tout cas en tant que francophone, voilà, j'ai été élevé par une culture plus française qu'anglaise, voilà. Donc en fait, c'est comme le Canada et les États-Unis. Ouais. Voilà, on est waouh, mais de ces différences, on a créé quelque chose d'autre. Mais on est quand même un peu le petit Ouais, je vois ce que tu veux cousin dire. Ouais. On est le à cousin. côté. Quoi, On est le cousin. Et donc en fait, ça permet de s'affranchir, d'être plus libre. Et puis surtout, c'est que dans une culture un peu plus générale aussi, on est dans un pays aussi beaucoup plus contrasté, beaucoup plus mélangé, même si on est d'accord, pas encore assez visible, tout ça, c'est clair. Mais comme c'est petit, on arrive à faire ce fameux mot très belge qui est le compromis. Voilà, on se débrouille. C'est vraiment, on est un pays de la débrouille. On fait avec les moyens qu'on a. Et dans les écoles, j'y suis passé en tant qu'étudiant. J'ai vu comment ça se passait dans les autres écoles, que ce soit l'Académie d'Anvers, pour parler de deux modèles forts que tout le monde connaît, dans lesquels on peut aussi identifier toute une génération de créateurs de mode. C'est des écoles de la débrouille, quoi. C'est pas les écoles en Suisse, c'est pas les écoles à Paris, c'est pas les écoles aux États-Unis, c'est pas les écoles au Japon. On a du papier, des crayons, des tables. On travaille encore d'une manière assez artisanale. Ok. Voilà, oui, mais oui. Ça provoque un résultat et des conséquences sur quelqu'un qui a cette formation-là, d'avoir le sens de la débrouille, d'avoir en fait, les contraintes stimulent oui, parce que je pense que d'ailleurs, il suffit de le voir. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on a tout l'équipement qu'il faudrait pour pouvoir travailler avec la technologie d'aujourd'hui, avec les moyens d'aujourd'hui, que créativement, on a des résultats qui sont supérieurs. Je crois qu'il y a peut-être pas eu d'analyse là-dessus qui a été faite, mais ce serait intéressant de voir comment la création, en fait, est impactée par rapport aux moyens et à la technologie qu'on y associe. Et donc, voilà, donc je pense que, pour revenir à la question, je pense qu'il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de singularités, beaucoup de personnages différents, aussi parce que le pays est un peu comme ça, aussi parce que les écoles aussi ont encore cette liberté de travailler comme ça. C'est des petites écoles au final. Quand on étudie la mode, je sais pas moi, dans une école américaine, c'est dans une université, on est 2000. Enfin, voilà, quand on étudie à la Camp, c'est dans une petite école, dans une abbaye, au bord d'un parc qui ressemble à un parc du XVIIIe siècle, et il y a 20 étudiants en tout. Dans la section mode, en accessoires, ils sont en tout sur les 2 années une dizaine. Donc, ça, c'est parce qu'il n'y a pas assez de place, pas assez de profs, ou pas assez d'étudiants, ou c'est un melting pot des trois, c'est-à-dire que c'est que la capacité de l'école, les moyens pédagogiques et la capacité d'accueil ne peut pas supporter plus d'étudiants. Donc, il n'y a pas beaucoup de professeurs, il n'y a pas beaucoup d'espace. C'est à la taille, en fait. Donc, ça, c'est la grande chance d'étudier en Belgique, dans ces écoles-là, et puis les autres aussi, c'est qu'il y a encore un enseignement qui se fait d'une manière presque familiale. On connaît tout le monde, on parle avec tout le monde. On peut avoir une conversation au moment des cours avec chaque personne. Voilà, quand on est 25 ou 150 et qu'on a 2 heures de cours, on a 2 minutes pour chacun. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas d'individualité en termes et si tu n'as pas la personnalité pour essayer de comprendre ton travail et d'essayer d'avoir des retours, tu lâches l'affaire. Oui, tu es tout seul dans ton coin. Ok. Et comment t'expliques que, par exemple, Marine Serre, elle sort de la Cambre, il y en a d'autres dont les noms m'échappent. Comment est-ce que tu expliques qu'ils viennent étudier en Belgique et puis qu'après, ils retournent à Paris, évidemment, parce que c'est là que ça se passe, mais pourquoi est-ce qu'ils viennent étudier en Belgique ? Il n'y a pas d'école de mode Si, il y en a plein en France. Il y en a dans toutes les grandes villes de France, des écoles de mode. Mais bon, il y a le système français. Le système français, il est un peu plus complexe que notre système à nous. Il y a énormément d'écoles privées en France, donc d'écoles qui ne sont pas financées par l'État, donc qui demandent d'avoir des conditions et des revenus conséquents pour pouvoir étudier. Je ne sais pas si mon chiffre est juste, mais je crois que étudier la mode dans une école comme Esmod à Paris ou ailleurs dans notre ville, je pense qu'on est dans un budget qui est entre 15 et 25 000 euros par an. Oh, wow. Voilà, peut-être je me trompe. Alors, désolé si je me suis trompé. Regarderai. Tu regarderas, mais je sais qu'en tout cas, on est à 15 000 euros. Ça, c'est sûr et certain. À ça, il faut rajouter tout le reste. Le matériel.
Et puis après, il y a les écoles publiques, les beaux-arts, enfin, un tas d'écoles publiques. Donc en France, il y a une grande diversité d'écoles, mais chacune avec des avantages et des inconvénients, parce que les écoles publiques, c'est très difficile d'y rentrer, parce qu'il n'y a pas aussi de la place pour tout le monde. Et les écoles et privées, il faut avoir les moyens d'y rentrer. Il y a des concours ? Il y a des concours. Je pense que c'est plus facile de passer un concours dans une école privée que dans une école publique, parce que il y a quand même... il y a moins de gens. Il y a quand même une question aussi un peu business, quoi. Les écoles publiques aussi font pas de la charité. Ouais. Elles délivrent une formation, mais sur base d'un paiement. Et en Belgique, c'est un peu différent. Il y a pas vraiment, il y en a plus. En tout cas, il n'y a pas d'école de mode privée. Donc, ce ne sont que des écoles publiques qui souvent sont rattachées à une académie ou à une école d'art. Et donc, par rapport à la typologie des écoles dans le monde, en Belgique, en tout cas, comme un peu en Angleterre et dans d'autres pays, mais c'est assez rare, les écoles de mode sont enseignées dans des écoles d'art. Donc, on considère que la peinture, la sculpture, la photographie, etc., ont au même niveau que la mode, le textile, le design, etc. Donc, ça crée tout de suite un territoire beaucoup plus perméable, beaucoup plus transversal. Et surtout, ça met un niveau d'études au même niveau. C'est-à-dire que les étudiants qui étudient la mode ou l'accessoire ont les mêmes cours théoriques ou les cours communs que tous les étudiants de l'école. Donc, en fait, on apprend l'esthétique, la philosophie, l'art contemporain, le dessin, etc., comme tous les étudiants de l'école. Après, chacun a une spécialisation dans sa pratique d'atelier, où là, on va travailler la pratique. C'est pour ça qu'il y a des cours techniques en stylisme, il y a des cours techniques en accessoires, il y a des cours techniques en photographie, il y a des cours techniques en céramique, parce qu'en fait, sans la technique, c'est compliqué aussi. Beaucoup d'écoles en France, en fait, beaucoup d'écoles dans le monde décloisonnent tout ça. En fait, c'est des espaces de création. Donc, on va dans une section où on peut faire un peu ce qu'on veut. Mais donc, sans accompagnement personnalisé. Parce que, voilà. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'étudiants, pour revenir à la question français, qui viennent étudier en Belgique parce qu'en fait, ils cherchent chez nous ce programme pédagogique qui, en fait, est large, de haut niveau pour une école d'art, mais aussi avec des ateliers indépendants qui chacun développe un programme pédagogique et technique par rapport à l'option que tu as choisie. Okay. Donc, quand tu arrives en céramique, quand tu arrives en mode, en accessoires, en design, en textile, tu vas passer par quelques années de bachelor qui vont t'apprendre à tisser, à coudre, à patronner. Et il paraît que c'est trash quand même. Les premières années, c'est costaud. C'est 3 ans d'études, donc il faut Non, mais je veux dire, c'est ça. Le niveau est assez élevé. Et donc, en fait, quand tu as cette autonomie de travail technique, après, tu peux dépasser plein de frontières, parce que c'est ça qui fait la force des étudiants, je pense, en tout cas, à la Cambre, pour l'école que je connais le mieux. C'est que depuis la nuit des temps, quand tu connais la technique, tu peux la réinventer, tu peux éventuellement même la faire évoluer, mais c'est la seule manière de pouvoir le faire, c'est de la connaître et de l'avoir pratiquée. Oui, pour pouvoir... Et c'est pour ça que les étudiants souvent sortent du cadre. Quelqu'un comme Marine Serre, elle sait tout faire, Marine Serre, elle sait patronner, C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, quand tu fais de la mode, tu touches à tout. Ou en tout cas, tu as déjà tout vu, et tu sais comment ça fonctionne. Tu obtiens aussi une exigence sur tous les stades et tous les niveaux qui rentrent dans un processus de création. Avoir une idée, c'est pas avoir suffisant. Une idée, c'est la base. Oui. Mais ça, des idées, il n'y a pas besoin d'aller à l'école pour en avoir. On revient à la Belgique. Alors, en Belgique, on a plein de créateurs, on a plein de créatifs, des gens qui ont des idées, d'autres qui ont des concepts qu'ils ont pu développer. On a des marques qui existent, qui ont été rachetées, enfin, qui font partie de grands groupes. Et on a une seule marque de luxe qui est encore en Belgique, c'est Nathan. Comment est-ce que tu expliques ce phénomène ? Ça s'explique pour 2 raisons. La première, c'est que depuis que la mode existe, donc j'imagine, moi je la date depuis Marie-Antoinette, depuis sa célèbre couturière. Voilà, c'est elle qui a lancé ça en fait. C'est elle qui a lancé la mode avec Marie-Antoinette, donc on lui a coupé la tête, mais grâce à Marie-Antoinette, la mode existe et la mode s'est propagée. Comment s'appelait encore Rose Bertin. Rose Bertin, qui venait qui lui proposait... Qui était d'abord une fille qui lui faisait, je pense, ses chapeaux, ses coiffes. Oui, parce qu'il y avait même plus des chapeaux, c'était les trucs immenses. C'était des créations, c'était de la sculpture. Ouais. Et puis tout doucement, cette Rose Bertin, elle est devenue confidente, elle est devenue
importante aux yeux de Marie-Antoinette et elle a commencé, c'était sa styliste en fait. Ouais. C'était en plus d'être une couturière, une modiste, elle est devenue la styliste. Donc elle a inventé tous les métiers grâce à Marie-Antoinette qui lui a donné qui l'opportunité. était la personne qui a suscité tout ça. Ouais. Et donc, si on considère ça pour situer la mode, la Belgique n'a jamais été qu'une petite vitrine, a toujours regardé cette vitrine de Paris et a essayé de faire comme Paris. Donc, on n'a jamais eu, si on remonte à l'histoire de la mode en Belgique, à part une maison qui s'appelait la maison Norine, qui dans les années 20 était la maison de mode, comme on la considérerait aujourd'hui en Belgique, c'est-à-dire assez avant-garde, qui n'avait rien à cirer de ce qu'on faisait à Paris, qui faisait complètement le contraire. C'était René Magritte qui faisait les cartons d'invitation et tout. Enfin, il faut lire des choses sur Norine, c'est passionnant. J'ai commencé à lire parce que j'ai vu ça en. Voilà, en c'est main. passionnant. Ça, c'était dans les années d'entre-deux-guerres. Et puis après, il y a eu l'apothéose de la couture française et de la couture à Paris. Et donc, en Belgique, en fait, on s'habillait avec des couturiers parisiens, ou en tout cas, on exportait tout ça. Donc, il n'y a jamais eu dans l'histoire de la mode belge, au final, une place pour des maisons de luxe, des maisons qui auraient pu créer un vivier de... Mais on était encore voilà. rattaché à la France. Il n'y avait pas encore la Belgique telle qu'on la connaît À cette aujourd'hui. époque-là, mais à partir du moment où la Belgique était indépendante, la France a quand même dominé toute l'Europe. Ouais, enfin, ouais. je veux dire, il n'y a pas eu cette scène, à part peut-être en Italie, mais très tardivement. Mais la couture, ça reste un métier français de Paris, avec les artisans, les petites mains. Et donc, la maison Nathan, en effet, c'est une des seules maisons qui a développé, je dirais même pas une image, mais qui a développé en fait un outil pour devenir une maison de couture. Ok. Avant, il y avait des couturières qui réalisaient les choses. Et puis Nathan, il a racheté cette maison Nathan qui existait, parce qu'il ne l'a pas inventée, il a racheté un atelier qui existait. C'est Édouard Vermeulen lui-même. Vermeulen, Ok. qui a une formation d'architecte, je crois. Et il en a fait cette merveilleuse maison de luxe qui existe toujours aujourd'hui. Donc c'est assez unique, mais c'est unique aussi parce que la Belgique n'a jamais eu vraiment l'occasion, je pense, ni le moment de développer ça. Paris était là, et donc... Donc c'est vraiment un ovni, on est d'accord. C'est un ovni, et c'est de nouveau par rapport à tout ce qu'on a dit sur la Belgique après. Voilà, c'est encore une histoire assez belge de quelqu'un qui décide de s'affranchir et de créer sa propre ligne, ses propres modèles et son puis il est propre reconnaissable. développement. Il est hyper reconnaissable. À côté de la scène parisienne et du côté un peu institutionnel qu'est la couture, qu'il est un peu moins aujourd'hui. Mais... Puis on a une autre maison de luxe, quand même, Delvaux. Il faut quand même souligner que Delvaux, même si aujourd'hui elle n'est plus tout à fait belge dans ses investissements, est quand même une maison de luxe et quand même aussi une des toutes premières maroquineries. Et c'est la plus ancienne maroquinerie du monde, m'a dit Christina Zeller. On peut dire au monde, puisqu'elle a été faite bien avant Hermès, voilà, il y a 50 ans pratiquement de temps qui sépare Hermès et Delvaux. C'est ce que j'avais demandé à Christina, que j'ai reçu déjà ici. Et donc moi je pensais que Vuitton, Maltier, je pensais, tu vois, j'avais une idée comme ça que c'était le plus ancien. Et en fait non, Delvaux. C'est ça quand on est le cousin. On n'est pas connu. Le cousin, il est parfois bien plus doué et bien plus prometteur que l'autre, mais ça reste le cousin. Ouais, c'est ça. Et donc, parlons alors rapidement de ton expérience chez Delvaux. 2006 à 2010. C'est ça, 2006-2011. Je me retrouve catapulté chez Delvaux par le plus grand des hasards. Encore une fois. Ouais, des hasards. Mais moi, c'est que des hasards, en fait. Alors, à chaque fois, il y a une porte qui... À chaque fois que je commence à avoir envie de prendre un chemin de travers, et puis, bim, il y a une porte qui s'ouvre, et tu te dis, bah voilà, c'est le moment de dire, allez, bye bye, ciao, j'y vais. Et donc, dans ma vie, ça s'est passé comme ça. Voilà, la collection Xavier Delcourt, et cette histoire, elle est partie un peu voilà, ça fait une explosion totale. Et Delvaux est venu me chercher parce qu'il savait ce que je faisais de mon côté chez Xavier. Avec Xavier, on avait une collection de maroquinerie qui était assez importante, sacs, chaussures, enfin voilà, c'était une grosse collection. Ils avaient envie d'avoir quelqu'un qui était à Bruxelles et qui avait une vision qui pouvait venir foutre un petit coup de pied dans la fourmilière à l'époque chez Delvaux. Et donc voilà, j'ai eu des rendez-vous avec François Chénic à l'époque, qui était le directeur de la maison et le fils de Madame Chénic, patronne et propriétaire de la maison. Et puis voilà, les négociations ont duré quelques semaines. Et puis voilà, on m'a dit, OK, voilà les clés. Tu peux faire ce que tu veux.
Et donc voilà, je me suis éclaté pendant, en tout cas c'est vrai, 5 ans chez Delvaux. J'ai créé un studio, j'ai engagé des gens, j'ai fait des projets. Voilà, c'est génial, j'ai adoré. J'ai appris plein de choses aussi. T'avais quoi comme... C'est quoi l'animation? C'est un mot que j'ai appris. T'as fait des animations sur Moi, les j'ai sacs? fait des animations sur des sacs parce que tu es obligé de faire des animations sur C'est des sacs laquelle? dans des grandes maisons. C'est laquelle que toi, t'as préféré faire? L'animation la plus, je crois, incroyable que j'ai faite et qui finalement aujourd'hui fait toujours la une, on va dire, Ouais. ça allait être les 50 ans du Brillant. Ouais. Voilà, en 2008. Et donc, je me suis dit, il faut qu'on fête cet anniversaire des 50 ans en grande pompe. Et donc, on a fait 2 choses. On a fait un anniversaire, on va dire, un anniversaire grand public, un anniversaire un peu démocratique. Mhm. Donc, j'ai fait un brillant en plastique transparent qui coûtait pas beaucoup d'argent, même si ça coûtait un peu de sous. Et puis, j'ai fêté les 50 ans, la dernière partie de l'année, les 50 ans du Brillant, en développant un projet qui s'appelle les Humeurs de Brillant, où là, j'ai développé un modèle oversize noir qui s'appelait le Black Edition. Et chaque pièce, il y en avait 9, était illustrée d'une des valeurs pour moi de la maison. Donc il y avait l'audace, il y avait le savoir-faire, il y avait la belgitude. Voilà, l'humour. Parce qu'en fait, pour moi, cette maison, elle était pleine de tous ces mots en fait, qui ont jalonné toute l'histoire de la création là-bas et surtout l'histoire juste avant moi, à l'époque de Madame Chenick, qui a été quand même un personnage très important dans cette maison. Et je voulais rendre hommage à ça. Donc, en fait, on a fait ces espèces de sacs iconiques, ambassadeurs, presque comme des sculptures, mais qui étaient tout à fait des sacs aussi qu'on peut porter. Et puis, c'est ça qu'on fait le tour du monde. En fait, ils sont partis partout. Ils ont fait toutes les ouvertures de boutiques. Et il reste aujourd'hui vraiment un peu un témoignage des 50 ans du Brillant, mais aussi un témoignage de ce que j'ai apporté dans cette maison. De revenir avec... de la singularité et et d'être parfois un peu borderline. Mais ça te ressemble, je trouve que c'est ça qui te ressemble très fort. Oui, mais je crois que, en fait, je pense que dans une maison comme celle-là, il faut pas la prendre il faut pas prendre le chemin par lequel, en fait, elle est destinée, tout le monde la voit. Donc, moi, je suis arrivé avec un univers peut-être plus dark, plus radical, je dirais peut-être plus contemporain, si je peux me permettre, dans une maison très institutionnelle, très blanche. Très classique. Très blanche, très classique, très bourgeoise aussi d'une certaine manière, et aussi avec une idée assez fausse que se font les gens de ce qu'était cette maison. Elle correspondait à un critère de réussite sociale, elle correspondait à un niveau social. En fait, Delvaux, c'était comme avoir une Ferrari, comme avoir une belle maison 4 façades, comme avoir un joli caniche, une petite Mini. Comment est-ce qu'on appelle ça? Un signe extérieur de réussite. Un signe extérieur de richesse et de réussite. Ouais, voilà. Blanche. Très blanche. Et donc, moi, je suis arrivé, je connais ce monde sur le bout des doigts, et donc, je me suis dit, il va falloir composer avec ce monde, mais il va falloir aussi inscrire cette maison ailleurs, lui donner peut-être un nouveau souffle et essayer d'aller sur des territoires en fait qui sont tout à fait légitimes parce qu'elle a toujours été moderne cette maison. Sauf que on l'a oublié et que bon le monde avance, voilà, les choses sont là, les gens changent et tout. Donc je suis revenu avec ça et je pense que ça a fait le job, et puis voilà, puis on s'est éclaté, et puis après c'est reparti dans une autre direction. Et aujourd'hui c'est encore une autre direction, parce qu'en fait Delvaux, c'est une espèce de girouette qui finira par finalement nous survivre. Ça va être les 200 ans. Dans 5 ans, c'est les 200 ans de la maison. Elle est née en 1829 et on sera en 2029. Donc voilà, plusieurs personnes me disent, tu devrais les appeler, tu devrais leur proposer quelque chose pour 2029. Donc bon, peut-être, on verra. Ok, donc stay tuned. J'aime les choses, j'aime quand les choses ont une fin. J'ai pas du tout de nostalgie avec les choses. J'ai beaucoup de souvenirs, j'ai une très très bonne mémoire, donc je peux me rappeler vraiment beaucoup de choses, mais je n'ai jamais eu le spleen ou la nostalgie d'avoir perdu quelque chose. Je me suis éclaté. J'ai fait ce que je voulais faire et partout où je suis passé, comme chez Delvaux, souvent, on m'a laissé faire les choses. Moi, je n'adore qu'une chose, c'est qu'on me dise, voilà, vas-y, fais-le, mais commencez pas à m'expliquer comment il faut le faire, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. D'abord, laissez-moi réfléchir, laissez-moi vous proposer quelque chose, laissez-moi tester, laissez-moi comprendre, laissez-moi trouver mes marques, laissez-moi surtout m'entourer de personnes ou d'éléments qui manquent, parce qu'on peut rien faire tout seul. Et puis après, on y va. Sans ça, j'ai du mal. Voilà, je peux pas arriver dans un projet
où on va me demander de venir donner mon avis, ou d'essayer de corriger, de rectifier et tout. Ou Non. juste exécuter. Non, ça m'intéresse pas. Heureusement, Ça, c'est l'esprit j'ai le Lacambre. confort. Oui, c'est l'esprit Lacambre, et puis c'est aussi le confort aujourd'hui d'avoir la chance aussi d'avoir des choses à faire qui me plaisent et qui, heureusement, ne me demandent pas d'accepter de faire des compromis parce que voilà, la situation serait difficile. Ton travail d'avant. Et chez Delvaux, c'était génial parce que j'ai rencontré des artisans incroyables, j'ai rencontré l'héritage d'une maison incroyable et d'avoir pu travailler dans l'excellence. Parce que ça aussi, c'est un truc, quand je disais je suis perfectionniste, j'ai du mal avec moi-même si je ne sens pas que je suis dans l'excellence. Alors ça peut paraître prétentieux, ça l'est un peu. Je trouve que ça l'est un peu par moment parce qu'en fait, mais après, ça dépend comment tu le places. Elle est où? Oui, voilà. Mais là-bas, j'étais dans un univers technique très fort, avec un patrimoine très fort, avec aussi un contexte autour très fort. On peut pas, quand on fait la création, quand on travaille sur une maison comme Delvaux, on peut pas savoir et voir qu'est-ce que fait Hermès, qu'est-ce que fait Prada, qu'est-ce que fait... Voilà, des maisons qui aussi ont un développement, une histoire, voilà. Donc pour ça, parfois, je suis un peu casse-pied. Je pense que tu as défendu, entre guillemets, cette idée de la perfection. Et en tout cas, je suis comme ça avec mes étudiants et mes étudiantes. Ouais, ça, je suis casse-pied. C'est pas bien, on recommence. C'est en forgeant que l'on devient forgeron, il paraît. Voilà, il paraît. Bon, allez, on va amener le truc vers la fin. Non, on va revenir au début parce que ça, c'est un truc qu'on n'a pas fait. Donc, on a parlé un petit peu de ta tenue aujourd'hui, comment t'es sapée. Est-ce que tu veux décrire ou tu veux que je décrive moi ? Oh, tu peux y aller. Alors, tu portes une casquette noire avec un sigle brodé, je ne connais pas. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est très très beau. C'est comme un double C, ça ressemblerait un peu à Chanel. C'est entre Chanel et Marine Serre, le logo. Ouais, non, ça me fait aussi penser à... Je vais dire Cartier, non ? Je ne sais pas. C'est comme deux C entrecroisés, non ? Ouais, mais elle est toute neuve. Non. Elle est super noire. Voilà, elle est noire. Elle est noire. Une marque que je ne sais même pas. Voilà. Tu portes un foulard jaune, un peu jaune qui tire un peu vers le moutarde avec des pois noirs. Ouais. Tu portes un hoodie grège avec une poche kangourou sur le devant. Tu as une ribambelle de bracelets en ivoire au poignet droit qu'on a sûrement entendu tout le long de l'enregistrement, que je trouve magnifique. Et alors tes boucles d'oreilles. Des boucles d'oreilles en argent. Alors c'est un mètre ruban avec... des petites breloques, 3 breloques. Une, c'est un dé à coudre. Le deuxième, c'est une paire de ciseaux. Le troisième, c'est un bouton. Je vais les prendre en photo et on va les montrer. C'est très joli. C'est de qui ? Et c'est un truc vintage des années 80, je sais pas. Je suis un fan des bijoux vintage et voilà. Et des bijoux aussi un peu comme ça qui racontent une petite histoire. Oui, voilà, c'est mon petit truc un peu house couture. Ça fait penser au clip de Gaultier. C'est très rigolo. Tu vois Jean-Paul Gaultier, ouais. How to do that. Voilà, c'est ça. Et tes bracelets, Et ça, c'est des bracelets en corne. En corde, j'ai dit ivoire. En corne. Non, ivoire, je ne me permettrai plus. Très joli. Tu portes un Levi's, si je ne me trompe pas, un 501. Un peu chinos. Ah ouais, un peu chino comme ça, beige, qui tire un petit peu vers le vert, kaki, très, 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 très light. Ouais. Des chaussettes noires. Et tes chaussures, qu'est-ce que c'est ? Moi, j'aime beaucoup. C'est une marque de chaussures suédoise qui s'appelle Samsoe. Et ça porte un nom, ce modèle. Comment ça s'appelle ? J'en ai dans mon panier Vinted. Ouais, c'est... Ça ressemble à des chaussures qu'on portait dans les années 90. Ça porte un nom précis qui a un rapport avec la structure de la chaussure, de ces trous sur les côtés, avec ce lacet, ce lien en cuir qui passe. Écoute, on va les prendre en photo. Ça t'échappe ? Ça m'échappe. Je vais prendre en photo tout ça. Donc, tu n'es pas en noir, tu es en beige. Non, voilà. Donc, le jeudi, je suis en beige. Le jeudi, Didier est en beige. Maintenant, on va passer à un autre truc que je fais à chaque fois. C'est de répondre à la question suivante. Quel est le vêtement qui te correspond le mieux si c'était une chemise ? Ce serait quel genre de chemise ? Quelle chemise ? Je dirais celle que j'ai le plus dans ma garde-robe. Par contre, celle-là, je l'ai dans plein de couleurs parce que j'adore ça parfois, ce petit détail juste du petit col qui dépasse sous un autre chose. C'est une chemise en général vintage, 70s, avec un long col pelle à tarte. Ah ouais ? Ouais. Parce que j'ai vu beaucoup de tes silhouettes et au contraire, ce que j'ai remarqué, c'est des tout petits cols qui dépassent de pulls ou de vestes.
Ça doit être des... Ouais, je sais pas d'où tu as vu ces photos, mais j'aime la chemise. J'aime les chemises. En fait, j'en ai plein des chemises. J'ai des chemises de travail, tu sais, les chemises avec les pattes, comme on les chauffeurs de bus, les militaires. Et puis, j'ai une assez grande collection de chemises, vraiment entre 70 et 80, avec des vrais cols très pointus, donc ce qu'on appelait les cols pelle à tarte, mais bien coupés. Tu sais, il faut que le col en dessous soit bien rigide, qu'il tourne bien et que ces deux pointes soient bien devant comme bas. Ça et fassent pas des, tu vois. Ce qui est très difficile aujourd'hui de trouver des chemises bien coupées avec des cols qui se tiennent. Ouais, voilà. Donc voilà, si j'étais une chemise, je serais une chemise années 70. Ta garde-robe, ouais, tu vois, je vais de nouveau partir de mon truc. C'est pas grave. Tu t'habilles essentiellement des choses nouvelles, des choses anciennes, ou c'est un mix assez équilibré des deux ou Alors, je me suis toujours beaucoup habillé j'allais dire avec de la fripe, parce qu'à l'époque, en fait, on achetait de la fripe, on n'achetait pas du vintage, on achetait vraiment de la fripe. Donc, j'ai toujours acheté de la fripe. Donc, je dirais que les 3/4 de ma garde-robe, ce sont des pièces vintage, on dit aujourd'hui, parce que bon, il y en a qui ont 20, 30 ans, avec quand même plutôt vraiment une tendance vers les années 70, parce que je trouve que c'est des années où c'est bien coupé, c'est un peu, les pantalons, c'est bien fité, voilà. Bon, moi, c'est le truc qui me plaît. J'ai toujours chiné, et puis il y a eu des périodes dans ma vie où j'ai acheté des choses de créateurs, mais toujours une pièce forte, une pièce... j'ai jamais vraiment acheté du total look de créateur. J'aime bien mélanger avec des choses que j'ai à moi. Et puis, parfois, j'ai craqué pour des trucs de chez Martha Margiela, des trucs de chez Helmut Lang, des trucs de chez... Je sais pas, j'ai le pantalon jupe de Jean-Paul Gaultier, parce que pour moi, c'est... Voilà. J'ai dans ma garde-robe des pièces qui sont un peu l'histoire de la mode, on va dire. En gros, sans vouloir vous faire rêver. C'est pas un musée, mais... J'ai des choses comme ça, parce que pour moi, un vêtement, ça doit être une pièce. Donc, quand j'achète un vêtement, c'est-à-dire quand je chine pas, parce que je chine beaucoup. Donc aujourd'hui, on peut même chiner sur Vinted, c'est génial. Donc sur Vinted, j'achète plein de bijoux, par contre. J'adore les bijoux. Et puis, ils sont un peu vintage, en argent et tout, j'adore et tout. Mais non, les Oxfam, les Petits Riens, le marché aux puces à Bruxelles, les Humana en Allemagne... Voilà, ça, je peux pas m'empêcher. Si je suis là, j'y vais. Okay. En général, j'ai une main souvent pour dénicher des petits trucs comme ça qui me plaisent. Mais t'as l'œil maintenant, tu vois. Voilà, dans les... j'adore chiner. D'ailleurs, je chine aussi pour les autres parfois. Ça m'amuse parce que j'adore chiner. Et alors, si tu me dis, j'ai envie de me trouver un truc comme ça et tout, moi, je vais commencer à regarder ça. Et souvent, en fait, ton cerveau, après, il a des radars et il voit ce truc et tout. Donc, j'aime bien chiner pour les autres parce qu'en fait, ça assouvit ma passion de chiner. Et ça calme le fait qu'il faut de la place pour avoir des vêtements. Ça prend énormément de place et ça, c'est chiant. Ouais. Donc, chiner. Et puis, les pièces, oui, si j'achète des choses chez un créateur ou encore aujourd'hui nouvelles, il faut que ce soit un vêtement, voilà, une pièce. Qu'elle ait un caractère. Il faut qu'elle que toute seule, tu aies envie de la mettre au mur et que ce soit beau. Oui, voilà. Oui, je vois. Voilà. Sinon, avoir une chemise noire, un pantalon noir, une veste noire de Raf Simons ou de ci ou de ça. Si elle n'est pas extraordinaire, non. Radical. Ouais. T'es radical. Ouais. Si t'étais un pull. Un pull, je serais un pull marin. À rayures? Un pull marin à rayures, ouais. Bleu marine, je suppose. Bleu marine et blanc, bleu marine et rouge. Avec les 3 pattes, ouais. Je trouve qu'il n'y a rien de plus sexy qu'un petit pull comme ça. C'est coupé, c'est pensé, c'est intemporel et ça donne toujours... Parce que je crois qu'un vêtement, ça doit aussi envoyer un petit message, quoi. Et il y a un petit truc... Que tu sois fit ou pas fit, peu importe, mais ça fait remonter des images qu'on a tous très différentes, ou de souvenirs, ou de références. Et donc le petit pull moulant avec les 3 boutons sur le côté, en laine qui gratte un peu, je trouve ça très beau. Si tu étais un manteau ou une veste, tu serais un manteau, une veste, ou tu pourrais être l'un et l'autre? Alors moi, je suis vraiment manteau, veste. Alors ça, c'est vraiment... Si je devais partir sur une île déserte avec... un seul vêtement? Avec un seul vêtement, je pars avec un imperméable. Je pars avec un manteau, mais plutôt avec un imperméable, parce que ce que j'aime dans les imperméables, c'est que il y a beaucoup de poches à l'intérieur, tu peux te serrer la taille, tu peux relever ton col, tu es libre dans tes mouvements, et puis voilà, encore une fois, bon, pour quelqu'un comme moi qui a comme ça aussi des images dans la tête, pour moi c'est un symbole de l'élégance unisexe qui reste et qui restera, quoi. L'imperméable, c'est un truc, je trouve, de libération. Je sais pas, j'adore ça. En plus, il y a tout le côté exhibitionniste, toutes les références qu'on a dans le cinéma. L'imperméable, c'est un truc de fou.
les créateurs, en général, quand ils s'approprient un imperméable, ils en font souvent un truc très personnel. Parce qu'après, il y a le imperméable, puis après, il y a toutes les déclinaisons de l'imperméable. Donc, je prendrais un imperméable d'office pour une île déserte. Je vais poser une question perso, parce que ça fait un moment que je cherche un imperméable, un trench. Ouais. Qu'est-ce que tu me recommanderais ? Ouh là 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 là. Est-ce que tu me recommanderais une marque, un lieu ou des éléments auxquels être attentive avant de le choisir ? Une marque, c'est compliqué parce qu'en fait, mes plus beaux imperméables, c'est ceux qui sont vintage. C'est ceux que j'ai achetés, qui sont ou d'une marque, par exemple Burberry, parce que bon, c'est quand même les rois de l'impair, ou bien de marques qui ont complètement disparu, parce qu'il y a encore tous les codes et toute la fabrication d'un imperméable. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on fait des imperméables, mais qui ne sont pas fabriqués comme un imperméable. Et ça, moi, ça me casse les pieds. C'est quoi, pas fabriqué comme un imperméable ? Un imperméable, à la base, l'imperméable, il a été inventé pour les militaires, comme plein de vêtements. Oui, l'armée anglaise. Donc la guerre, c'est une horrible chose, en fait, a quand même inventé les grands basiques de la garde-robe. Donc, il a été inventé. Donc, un bon imperméable, c'est un imperméable d'abord dans un tissu qui est hyper résistant, qui ne se chiffonne pas trop, voilà, qui est solide, pas flou, pas mou. Et puis, il y a plein de piqûres, plein de surpiqûres. Voilà, un imperméable, tu le mets, tu t'assieds dans une voiture, tu te remontes, tu machin. En fait, il tient la route. Aujourd'hui, en fait, c'est fabriqué dans des tissus qui ne sont pas toujours top, pas avec ce souci du détail, où il y a 50 000 manipulations, 50 000 interventions de couture, de renfort, d'arrêt, de rivets, de scies, de boutonnières, de boutons et de tout. doublures. Voilà, donc un imperméable, ça doit ressembler à un imperméable. Ok. Donc, on revient à ta conception du vêtement comme étant un objet simple et complexe à la fois, avec une utilité. Oui, voilà. Je crois que c'est comme du pain, en fait. Un pain, c'est un vrai pain qui s'est cuit au feu de bois, avec une farine, la croûte est croustillante, tu vois. C'est marrant. Mais oui, moi j'aime bien les choses qui, bon, c'est peut-être un peu artisanal, quoi. Peut-être un peu vieillot, un peu vieille France. J'en sais rien, mais j'aime le côté artisanal. Alors, si tu étais un pantalon. Si j'étais un pantalon, je serais un pantalon patte d'éléphant. Voilà, je suis encore une fois dans un cliché un peu 70s, mais j'adore la silhouette d'un pantalon patte d'éléphant. Donc un pantalon, idéalement une taille assez haute, pas trop haute, mais une taille à la taille, pas une taille basse, et un pantalon qui s'évase vers le bas et qui fait des grandes enjambées quand on marche. Voilà. Ok. Si tu étais un accessoire. D'office, une paire de boucles d'oreilles. Écoute, je serais... Alors, pour l'instant, j'en ai plein, mais vraiment là, j'en ai trop en fait. Mais pour l'instant, je crois que mes préférés, c'est une paire de demi-lune marine serre en argent, un peu grande, qui sont magnifiques. Alors, dernière question. Si tu devais refaire la définition du mot vêtement dans le dictionnaire, ce serait quoi ta définition du vêtement ? Moyen graphique pour communiquer. Merci Didier pour ta présence. Merci pour ta patience, parce que techniquement aujourd'hui c'était un peu folklorique. Merci beaucoup. Merci. J'espère que cet épisode avec Didier Verwaren, appelé le gourou de la mode belge, t'a plu. Si tu as une question, une interrogation, c'est un peu la même chose, une suggestion même peut-être, n'hésite pas à me laisser un commentaire et je te répondrai. Mais surtout, je t'invite à suivre DHV, si ce n'est pas déjà fait, sur la plateforme d'écoute de ton choix. Déshabillez-vous est un podcast créé, présenté et produit par Samia Boujard, moi, avec une musique originale de Maëva Fiston, alias MPLI, montage, mixage et post-production par Alice des Belles Fréquences et Laetitia, podcast manager. DHV. Déshabillez-vous.